L'accusé s'est mis à rire, car il savait que le juge était surveillé. L'air était lourd lorsque Jamison Ward entra dans le palais de justice, silencieux, mais pas serein. Le couloir menant à la salle d'audience bourdonnait d'un chaos sourd. Le cliquetis des chaussures en cuir sur le sol en marbre, le frottement des papiers, le murmure occasionnel des avocats qui passaient, et le bourdonnement des caméras à l'extérieur qui semblaient ne jamais s'endormir. Il marchait lentement, ses longues jambes stables sous lui, chaque pas posé comme s'il se promenait dans quelque chose de bien plus dangereux qu'une salle d'audience. 2 commissaires de police ouvrirent la voie, leurs expressions indéchiffrables, tandis que Jamison, 22 ans et injustement accablé, s'approchait des grandes portes à double battant qui marquaient la fin de sa liberté, pour l'instant. Ou peut-être pour toujours. À l'intérieur, la salle d'audience était un labyrinthe de boiseries polies, de boiseries sombres et de jugements murmurés. La galerie s'emplit de murmures lorsqu'il franchit les portes, imposant mais pas menaçant, calme mais visiblement chargé du poids de nuit blanche. Il portait un costume bleu marine qui ne lui allait pas tout à fait, les épaules trop larges pour sa silhouette élancée, et sa cravate avait été nouée par des mains tremblantes ce matin-là, les siennes. L'avocat commis d'office n'avait pas donné beaucoup d'instructions, seule son apparence pouvait influencer la perception du public. Jamison fit donc ce qu'il put pour paraître présentable, même si le système décidait déjà de son apparence. Ses yeux scrutèrent la salle avec précision, calculateur. Il croisa le regard d'un jeune homme au 2e rang, un ancien camarade de classe du lycée de West Hammond, qui détourna le regard tout aussi rapidement. Il remarqua l'huissier au nez qui démangeait, se grattant toutes les 30 secondes avec une précision irréprochable. Il aperçut même l'objectif d'une caméra de télévision, dont la lumière rouge clignotait derrière la porte du tribunal, et sut exactement quelle image serait utilisée au journal télévisé du soir. L'accusé noir, accusé d'un crime violent, marchant dans un silence solennel. Peu importe ce qui se passait avant. Son avocat, M. Calder, était assis, raide, à côté de lui à la table de la défense. Homme grisonnant d'une 50aine d'années, le front marqué de rides permanentes, Calder avait une clientèle innombrable et se souvenait à peine de la plupart des noms. Ses dossiers s'empilaient sur plusieurs centimètres, non par importance, mais par pure négligence. Pourtant, il adressa un léger signe de tête à Jamison en s'asseyant, comme si cette reconnaissance formelle était tout ce qu'il pouvait offrir. Pas de sourire, pas d'encouragement, juste une compréhension commune. Cette affaire était ingérable. Pas contre ceux contre qui ils avaient affaire. De l'autre côté de la salle, la table de l'accusation brillait sous la faible lumière. Le procureur Lowell Pierce était assis au premier plan, un homme à la mâchoire d'acier et aux ambitions qui dépassaient largement le palais de justice. Sa cravate bleu marine était à l'image de son ambition, agressive, serrée, inflexible. Il était entouré de 2 procureurs subalternes et d'un homme qui n'avait rien à faire dans la salle, du moins pas légalement, le conseiller Braxton Gentry. Gentry était assis, les bras croisés, vêtu d'un costume à rayures fines sur mesure, l'expression empreinte de mépris. Il n'y avait aucune tristesse dans ses yeux, aucun désir de vérité. Il n'était pas là pour la justice. Il était là pour le spectacle, pour le pouvoir, pour enterrer l'homme accusé d'avoir agressé son fils sous la rhétorique juridique et la puissance politique. Et personne n'osait le défier. Le crime lui-même avait stupéfié la ville. Agression aggravée et tentative de meurtre contre Kyle Gentry, le fils unique du conseiller municipal. Un jeune homme prometteur, comme le disaient les journaux, un étudiant en 3e année de sciences politiques. Ils n'ont jamais mentionné les fêtes qu'il organisait à la périphérie de la ville, les bagarres qu'il provoquait, ni les insultes racistes qu'il lançait en état d'ébriété. Ils n'ont jamais écrit que Kyle était accro au couteau à cran d'arrêt, ni que son père avait un jour payé un tenancier de bar pour faire disparaître une accusation d'agression. Rien de tout cela n'a fait la une des journaux. À la place, c'était le nom de Jamison en gras, encadré de photos d'identité judiciaire ombrées et de légendes inquiétantes. Mais 2 semaines plus tôt, dans une ruelle mal éclairée derrière le Silver Note Jazz Club d'East Hammond,
la vérité avait tout autre allure. Ce soir-là, Jamieson attendait Elijah, son frère aîné, qui venait de terminer son rôle de mentor auprès d'un groupe de garçons du quartier dans la salle commune du club. Elijah, ancien boxeur devenu animateur jeunesse, était connu à East Hammond comme un homme de principe, quelqu'un qui s'était relevé de la misère et n'avait jamais oublié ses origines. Jamieson le regardait souvent comme une étoile polaire. La bagarre éclata à l'intérieur. Kyle, ivre, accusant un élève d'Elijah de l'avoir bousculé. Les voix s'élevèrent, les bousculades commencèrent, et Elijah intervint pour tenter de calmer la situation. Kyle refusa de se calmer. Des témoins affirmèrent qu'il avait sorti un couteau à cran d'arrêt, menacé Elijah, et, en quelques secondes, sa chemise était tachée de sang. Jamieson vit le tumulte depuis la ruelle et se précipita à l'intérieur. Lorsqu'il vit son frère tomber, son instinct reprit le dessus. Il plaqua Kyle au sol, lui immobilisant le bras dans le dos tandis qu'Elijah saignait à proximité. Mais lorsque la police arriva quelques minutes plus tard, la version des faits avait déjà changé. Kyle, se tordant de douleur au sol, le poignet fracturé, prétendit avoir été pris dans une embuscade. Il raconta que Jamieson était sorti de nulle part et l'avait attaqué sans raison. Le couteau à cran d'arrêt disparut commodément de la scène et aucun des policiers ne recueillit de témoignages. 2 témoins cités, un barman qui avait tout vu et un sans-abri qui se reposait près de la benne à ordures de la ruelle, ne figurèrent pas sur le rapport officiel. Lorsque Calder tenta de les joindre, le barman avait démissionné sans prévenir et le sans-abri avait apparemment disparu. L'histoire avait été réécrite en temps réel et l'encre avait séché rapidement. Dehors, les marches du palais de justice étaient envahies de manifestants. Une pancarte faite main s'élevait au-dessus des têtes. « La vérité avant le pouvoir », griffonnée en grosses lettres noires. Une autre indiquait « Nous soutenons Jamieson ». Les militants locaux s'étaient rapidement mobilisés. East Hammond n'était pas étranger à l'injustice, mais cette affaire était profonde. Il ne s'agissait pas seulement d'une arrestation injustifiée. Il s'agissait de ce que Jamieson représentait. Un jeune homme noir prometteur, influencé et rejeté par un système allergique à la responsabilité. Elijah se tenait au milieu de la foule, une canne désormais son compagnon constant. Il s'appuyait lourdement dessus, sa silhouette plus faible, plus mince depuis l'agression au couteau, mais sa voix restait forte. Il avait pris la parole lors de veillées, rallié des églises, et même interpellé des élus municipaux. Pourtant, il savait que rien de tout cela n'avait d'importance dans la salle d'audience où la politique dansait avec les préjugés derrière chaque décision. Il observait les fenêtres du palais de justice, espérant que sa présence lui rappellerait que son frère n'était pas seul, que quelqu'un croyait encore en la justice. À l'intérieur, l'air semblait plus froid qu'avant. La salle s'agita à l'entrée du juge Harold Danvers, le bruit des corps debout résonnant dans la salle lambrissée. Homme de peu de mots et de moins de sourires, Danvers avait passé 25 ans à gouverner depuis son siège. Il ajusta lentement ses lunettes, scrutant la pièce jusqu'à ce que son regard se pose sur Jamieson. Le silence s'épaissit, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Ce tribunal est en audience. Jamieson ne broncha pas. Il se redressa, conscient que chaque caméra, chaque spectateur, chaque murmure guettait une faille dans son sang-froid. Mais intérieurement, sa poitrine brûlait, non pas de peur, mais de la douleur cruelle de la trahison. Il avait fait confiance au système autrefois. Cette confiance avait été brisée en l'espace d'une seule nuit. Les rouages de l'injustice s'étaient remis en marche. Et ils ne ralentissirent pas. Il y a 2 semaines, cette ruelle empestait les ordures et la fumée de jazz. L'odeur persistait, avec la douceur du bourbon renversé et la brûlure amère du béton imbibé d'urine. Un saxophone gémissait au loin depuis l'intérieur du club, ses notes mélancoliques résonnant dans la ruelle comme un avertissement que personne n'écoutait. Jamieson avait couru par la porte arrière à la poursuite d'Elijah, qui avait décollé comme un missile dès qu'il avait aperçu le garçon, Marcus,
se faufiler entre les cabines et sortir dans la nuit. Le garçon ne devait pas avoir plus de 15 ans. Maigre, nerveux, les doigts barbouillés de peinture et la peur dans le regard, Marcus avait été surpris en train d'écrire un message grossier sur la portière de la voiture bleu nuit du conseiller Braxton Gentry. Un message simple, griffonné en argent, pas de roi ici. Mais Kyle Gentry ne voyait ni enfant ni rébellion. Il voyait un manque de respect, quelque chose qui, selon lui, méritait d'être puni. Alimenté par l'alcool, les privilèges et la vive douleur de l'embarras public, Kyle avait traqué Marcus comme une proie. Il l'avait coincé derrière le club, près des poubelles rouillées et de la clôture brisée qui protégeait la ruelle des regards. Marcus, les mains levées, reculait lentement, tremblant. Et c'est alors qu'Elijah intervint, calme, protecteur. Des années d'entraînement sur le ring et une vie passée à guider des jeunes hommes comme Marcus lui avaient appris que les mots, utilisés correctement, pouvaient désamorcer une bombe. Mais Kyle n'était pas intéressé par la paix. Il sortit le couteau à cran d'arrêt de son manteau comme un magicien dévoilant un tour. Et d'un seul coup, il enfonça la lame dans le flanc d'Elijah. Jamieson avait aperçu le scintillement du métal sous la lumière vacillante de la ruelle juste à temps. Ses jambes bougèrent avant même que son esprit ne puisse le suivre. Un mouvement flou, le bruit écœurant des os et du béton qui se heurtaient tandis qu'il plaquait Kyle par le côté. Ils atterrirent brutalement, la tête de Kyle heurtant violemment le trottoir. Du sang maculait l'asphalte, mais ce n'était pas le sien. Elijah s'était effondré près de la benne, le souffle court, une main crispée sur son flanc tandis que l'autre se tendait faiblement vers Jamieson. Jamieson se releva précipitamment, trouvant la lame et la lançant à travers la ruelle, juste avant que des gyrophares rouges et bleus n'explosent dans l'obscurité. Le premier policier arrivé sur les lieux n'hésita pas. Armes au poing, ils crièrent des ordres contradictoires. Jamieson se figea, les mains levées, les paumes ensanglantées. Kyle gémit dans un coin, partageant sa douleur avec les policiers qui arrivaient. Et, d'un coup, le récit s'écrivit tout seul. Un homme noir debout au-dessus du fils d'un politicien, une arme à proximité, une victime poignardée en sang au sol. La police ne posa pas de questions. Elle n'écouta pas. Ils arrêtèrent Jamieson, le menottèrent et le poussèrent à l'arrière de la voiture de patrouille, tandis que Kyle était embarqué dans une ambulance, criant à une agression injustifiée. Cette nuit-là, tout fut brisé. Elijah fut transporté d'urgence en chirurgie. Marcus disparut. Personne ne put le retrouver par la suite. Le propriétaire du club, témoin de l'incident, refusa de parler. Et la seule caméra de surveillance de la ruelle tomba en panne, les images corrompues et déclarées irrécupérables par les techniciens employés par le conseiller Gentry. Jamieson resta en détention pendant 48 heures avant même de pouvoir consulter un avocat, et à ce moment-là, les gros titres l'avaient déjà crucifié. Le fils du conseiller survit à une agression brutale devant un club local, suspect en garde à vue. De retour dans la salle d'audience, le passé s'accrochait à Jamieson comme une seconde peau. Les murs semblaient trop proches, l'air trop immobile. Maître Calder, son avocat, feuilletait nerveusement ses notes, les lèvres crispées par des prières silencieuses. Il était compétent, mais sous-financé et débordé. Un avocat commis d'office condamné à perdre avec grâce. De l'autre côté de l'allée, la table de l'accusation était bondée, tel un poste de commandement. Lowell Pierce, le procureur au regard d'acier, ajusta sa cravate en soie et fit un signe de tête à l'huissier. Il était temps. L'inspecteur Rowan Beck fut appelé à la barre. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un habitué à contourner les règles sans conséquence. Jamieson le reconnut immédiatement, non seulement grâce au dossier, mais aussi grâce à d'autres sources. Rowan avait fait partie de l'équipe de sécurité privée de Gentry lors d'une campagne électorale municipale tendue où l'intimidation avait remplacé la diplomatie. Et maintenant, il était là, portant un badge, assermenté comme témoin crédible. Sous serment,
Beck jura avoir entendu Jamieson menacer Kyle ce soir-là dans le club. Il dépeignit une scène saisissante d'animosité et de préméditation, décrivant une dispute qui n'eut jamais lieu. Il affirmait que Jamieson avait crié « le faire payer » et « se venger de ce qu'il avait fait à son frère ». Rien de tout cela n'était vrai. Mais la manière dont Beck l'a présenté calme et inébranlable lui a conféré une crédibilité terrifiante. M. Calder a objecté, invoquant les liens antérieurs de Beck avec la famille Gentry et sa possible partialité. Mais le juge Danvers s'est lentement penché en avant, a ajusté ses lunettes et a annulé sa décision. Aucune explication. Juste un signe de tête pour continuer. Un feu vert silencieux à la corruption. Jamieson sentit une chaleur lui monter à la poitrine. Colère, frustration, désespoir. Mais soudain, quelque chose changea. Un calme étrange l'envahit. Il se pencha légèrement en arrière, les doigts croisés sur ses genoux, et un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Puis vint le rire, bas, rythmé et régulier. Il naquit dans sa gorge, à peine audible au début, mais gagna en intensité. Les têtes se tournèrent, les spectateurs murmurèrent. Le juge Danvers plissa les yeux et exigea le silence. Mais Jamieson ne répondit pas. Il se contenta d'un sourire plus large et laissa les rires emplir l'air comme des parasites. Son regard se porta, non pas sur l'accusation, ni sur le juge, mais sur un petit dôme noir dans le coin supérieur de la salle, à peine perceptible, mais bien là. Car ce que personne d'autre dans cette salle ne savait, sauf Jamieson, c'est que la salle d'audience n'était plus une scène fermée. 2 jours plus tôt, Elijah avait reçu la visite d'un vieil ami, le maréchal américain Garrett Voss, qui avait servi à ses côtés en Afghanistan. Voss, désormais rattaché au bureau de l'inspecteur général, avait entendu des rumeurs au sujet de Danvers, de Pierce et surtout du conseiller Gentry. Des rumeurs sur des verdicts achetés, des témoins payés pour disparaître et des juges rendant des décisions avec des chèques en poche. Voss avait réagi rapidement. En quelques heures, il avait déposé une demande d'urgence auprès du ministère de la Justice et obtenu l'autorisation de lancer une opération de surveillance secrète. Une caméra cachée avait été installée dans la salle d'audience, et chaque mot, chaque expression faciale, chaque performance accablante était désormais diffusée sur un terminal sécurisé surveillé par des enquêteurs fédéraux. Le palais de justice était sous surveillance fédérale. Jamieson avait rencontré Voss ce matin-là en cellule de détention. Une brève et discrète rencontre. Pas de poignée de main, pas de promesse. Juste un dossier glissé dans ses mains, détaillant l'opération, et une seule phrase de Voss. « Souris quand ça commence », et il l'a fait. Le juge l'ignorait. Pierce l'ignorait. Beck, assurément, l'ignorait. Mais eux, ils le sauraient. Jamieson avait cessé d'avoir peur. Il avait cessé de croire que la salle d'audience était un lieu de justice. Mais maintenant, peut-être, ce serait un lieu de dénonciation. Devant le palais de justice, la foule avait grossi. Les manifestants scandaient le nom de Jamieson. Quelques journalistes locaux, enhardis par des informations anonymes, commencèrent à fouiller plus en profondeur dans les dossiers professionnels de Beck et les dons de campagne de Pierce. Et, à l'intérieur, quelque chose avait commencé à se fissurer. Pas bruyamment, pas encore, mais la première fracture s'était formée. Jamieson était assis tranquillement, le rire s'était dissipé, mais son sourire narquois persistait. Il n'était pas encore libre, mais il n'était plus seulement un accusé. Il était témoin de leur chute. Le 3e jour du procès fut un chaos en costume 3 pièces. L'air dans la salle d'audience était lourd, comme l'atmosphère juste avant un orage. Un bourdonnement résonnait dans la salle, un courant d'anxiété sous-jacent, bien qu'invisible pour ceux qui n'observèrent pas attentivement. Le procureur adjoint Wells se tenait, figé, derrière la table de l'accusation, le visage encore plus pâle que d'habitude, son regard oscillant entre son co-avocat et le reste de la salle d'audience, comme s'il cherchait une réponse à une question qu'il ne parvenait pas à formuler. Sa co-avocate, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts et à l'expression sévère, lui murmurait frénétiquement des mots, les mains en l'air, indiquant quelque chose qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Quoi qu'il en soit, Wells secoua la tête, les lèvres pincées,
Mais la conversation ne s'arrêta pas. Il était clair qu'ils étaient loin d'être prêts à affronter ce qui les attendait. Le juge, Arthur Danvers, était assis derrière son banc, le visage indéchiffrable. Son regard allait et venait entre les parties adverses, mais il y avait un malaise évident dans sa posture, comme si quelque chose couvait sous sa surface, quelque chose qui menaçait de percer. À mesure que le procès se déroulait, la tension ne faisait que s'accentuer. Chaque mot, chaque geste des avocats semblait ajouter à la pression grandissante. La salle vibrait d'une impatience inexprimée. Puis vint le moment qui changea tout. Sans prévenir, la lourde porte en bois de la salle d'audience s'ouvrit et 2 hommes entrèrent. Des agents fédéraux. Leur présence était immédiate, imposante, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Ils ne firent pas irruption comme des personnages de thriller. Non, ils se faufilèrent discrètement, silencieusement, comme s'ils faisaient partie du décor. Debout contre le mur du fond, les bras croisés, ils scrutèrent la pièce du regard. Leur silence pesait lourd, un poids qui semblait peser sur tous les présents. L'un des agents, grand, une cicatrice sur la joue, croisa le regard de Jamieson pendant une brève seconde. Son regard fut bref, mais chargé de sens. L'autre agent, plus petit et à la mâchoire saillante, se dirigea vers le banc du juge. Personne n'osa parler lorsque l'agent s'approcha du banc et tendit une enveloppe scellée au juge. Le juge Danvers la prit sans hésitation, même si sa main tremblait légèrement. Au moment où ses doigts effleurèrent l'enveloppe, un changement se produisit dans la pièce. La température sembla baisser. Les murmures de la galerie s'estompèrent, remplacés par un silence gêné. Danvers ouvrit l'enveloppe avec précaution, scrutant son contenu du regard. La salle était silencieuse, la tension palpable. Son visage, autrefois calme, prit une teinte cendrée, ses yeux s'écarquillèrent à la lecture du document. L'espace d'un instant, le poids du monde sembla peser sur ses épaules. La réalité de ce qui venait d'entrer dans la salle d'audience, de ce qui venait de lui être remis, était évidente pour tous ceux qui avaient prêté attention. Les lèvres du juge s'entr'ouvrirent comme pour dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'horloge résonna bruyamment dans le silence. Puis enfin, Danvers prit la parole, la voix tremblante. « L'audience est suspendue pour 15 minutes, annonça-t-il, ses mots pesants. Il se leva rapidement, les mouvements saccadés, comme s'il tentait de reprendre un semblant de contrôle sur une situation qui lui échappait. La salle d'audience sombra dans le chaos. Une vague de journalistes se précipita vers leur matériel, leurs stylos volant au vent tandis qu'ils griffonnaient des notes avec une hâte frénétique. L'air était lourd de questions. L'atmosphère crépitait d'impatience, comme si quelque chose venait de se déchaîner, impossible à contenir. Certains chuchotaient, tandis que d'autres attrapèrent leur téléphone, annonçant déjà les nouvelles. C'était comme si le bâtiment tout entier s'était animé de l'énergie soudaine de ce qui venait de se passer. Les murmures de la galerie, les pas rapides des policiers se mettant en position, et les flashs des appareils photos dessinaient un tableau de désordre. L'accusation, autrefois si confiante quelques heures plus tôt, paraissait maintenant paniquée. Le visage du procureur adjoint Wells était passé du pâle au vert maladif. Il regarda son co-avocat, les yeux écarquillés d'incrédulité. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit d'abord. Ce qui venait de se passer pendant ce bref instant, ce que contenait cette enveloppe, l'avait secoué. Ses mains bougeaient en l'air, comme s'il cherchait ses mots. Derrière lui, l'avocat de la défense était assis, immobile, les yeux plissés. Il n'était pas surpris, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas intéressé par ce qui venait de se passer. Il observait la scène avec une intensité qui confinait à la fascination. Des murmures circulèrent dans la salle au sujet des agents fédéraux, mais ce n'étaient que des bavardages oiseux comparés à ce qui se déroulait réellement. La véritable raison de ce changement soudain dans le procès. Dans le couloir, le chaos se répandit à l'air libre, et le conseiller Gentry se tenait dos au mur, le téléphone collé à l'oreille, d'une voix aiguë et basse, presque sifflante. « Cela ne peut pas être rendu public.
dit-il d'une voix perçante, avec une urgence qui semblait déplacée compte tenu de la normalité du lieu. Nous avions un accord. Il marqua une pause, écoutant, ses doigts serrant plus fort le téléphone. Faites tout votre possible pour que cela ne soit pas révélé. Nous ne pouvons pas nous permettre que cela éclate au grand jour. Pas maintenant. Pas après tout ce que nous avons construit. La vidéo fut diffusée, un enregistrement granuleux provenant de la caméra de sécurité du club. La salle d'audience, presque silencieuse, observa la vérité se dévoiler avec une clarté indéniable. Chaque détail était là, gravé dans les pixels vacillants. Gentry se précipita sur Marcus, Elijah intervint pour protéger le garçon, et Jamieson, agissant par instinct, intervint pour stopper l'attaque. Aucune agressivité dans ses mouvements, aucune arme à la main. Juste un instinct brut, le désir de protéger, de sauver, d'arrêter le mal avant qu'il ne s'aggrave. Ce fut un instant figé dans le temps, capturé d'une manière que même le menteur le plus habile ne pourrait réfuter. La vérité, enfin, était indéniable. La nouvelle juge, une femme à l'air résolu que Jamieson n'avait pas vue lors des précédentes audiences, prit son temps pour rendre sa décision. Elle étudia la vidéo d'un regard pensif, soupesant les faits, s'assurant que la décision était juste. Puis, lorsque le silence dans la salle fut total, elle prit la parole. Ses mots résonnèrent comme le tintement d'une cloche. Toutes les charges sont abandonnées. La sentence résonna dans la salle d'audience, une déclaration finale et retentissante qui brisa le poids de l'injustice précédente. Les jambes de Jamieson cédèrent sous lui et il s'effondra dans les bras d'Elijah. À cet instant, il eut l'impression que le poids du monde avait été enlevé de ses épaules. Elijah le serra fort, leur lien plus fort que jamais. Les sanglots discrets qui s'échappaient de sa poitrine témoignant des années de souffrance qu'ils avaient endurées ensemble. Jamieson s'était battu non seulement pour sa propre liberté, mais aussi pour la vérité. Et maintenant, enfin, justice était tombée. Devant le palais de justice, la ville vibrait au rythme de l'actualité. Ce qui avait commencé comme une corruption silencieuse et inaperçue s'était ouverte au grand jour, ses racines exposées au grand jour. Des enquêtes sur les décisions passées du juge Danvers furent ouvertes, chaque affaire étant désormais examinée de près. Le conseiller municipal Gentry, l'homme resté intouchable pendant si longtemps, fut inculpé de subornation de témoins, et son appareil politique à East Hammond commença à s'effondrer sous le poids de ses propres mensonges. Le système qui l'avait autrefois protégé lui tournait désormais le dos, révélant l'ampleur de la corruption qu'il avait contribué à entretenir. C'était une victoire, mais Jamieson savait que le combat était loin d'être terminé. 2 semaines plus tard, devant une classe de jeunes garçons au centre communautaire d'Elijah, Jamieson partagea ce qu'il avait appris. Sa voix, ferme et forte, emplit la salle. « Ils essaieront de déformer la vérité, » leur dit-il, les regardant dans les yeux. « Mais votre voix, votre histoire, elle compte. Dites-la, même lorsqu'ils tentent de l'enterrer. » Il ne s'adressait pas seulement à eux en tant qu'homme lésé, mais en tant que mentor, quelqu'un qui avait compris l'importance de rester ferme face à l'adversité. La justice, il le savait, n'était pas venue du jour au lendemain. Mais quand elle est arrivée, elle a brûlé chaque mensonge avec la lumière de la vérité. Et c'est cette vérité, une fois révélée, qui l'a libéré.